Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de Il nous faut de nouveaux noms, un roman de Novayolet Bulawayo, qui est une jeune écrivaine originaire du Zimbabwe, donc anglophone, et qui vit maintenant aux États-Unis où elle est professeure. Et donc ce roman, c'est son premier roman, est sorti en 2013. Et là, donc moi je l'ai lu dans la traduction qu'en a faite Gallimard, donc ça a été traduit de l'anglais par Stéphanie Levet. Alors, je voulais vous parler de ce roman parce que, comme vous le savez peut-être maintenant, moi j'aime bien quand des auteurs s'emparent d'une langue et la travaillent, la recréent, n'en sont pas du tout des gardiens respectueux, mais au contraire en font leur vision propre et leur langue propre pour nous la faire découvrir et nous faire un petit peu redécouvrir une langue hors des sentiers battus. Et là c'est le cas avec Novayolet Bulawayo, puisque dans ce roman écrit en anglais, en fait, elle met en scène toute une bande d'enfants d'un quartier très pauvre du Zimbabwe. Et donc, forcément, elle parle avec leur langue, elle a des dialogues savoureux qui sont à la fois très frais dans la façon dont parlent ces enfants, et aussi empreints d'une naïveté et d'une lucidité qui est vraiment attendrissante. Donc ça c'est vraiment un aspect très intéressant du roman, mais subtilement, par moments, l'auteur elle-même reprend la parole, et là les passages sont vraiment subtils entre le parler de l'enfance et puis le retour à la lucidité et un petit peu l'amertume de l'auteur adulte. Et donc ça nous permet d'avoir un contrepoint comme ça, où on est la plupart du temps plongé avec ses enfants dans une situation très quotidienne et très crue du Zimbabwe et puis ensuite des États-Unis, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis des moments où on prend un petit peu plus de recul, et là où c'est l'auteur qui parle au nom de tous les Zimbabwéens, et de tous les immigrants qui sont obligés de quitter leur pays à cause de la situation violente et de la pauvreté qui les entoure là où ils sont nés. Alors, sur le récit en tant que tel, donc comme je vous le disais, il s'agit de l'histoire et de la mise en scène d'une bande de gamins au Zimbabwe, dans un quartier très pauvre, puisque en fait ils vivent dans un bidonville qui s'est créé suite à l'expulsion de leurs parents d'un autre quartier du Zimbabwe, une expulsion violente. Et en fait, à travers donc la parole de ces enfants, on a une vue assez large du quotidien du Zimbabwe aujourd'hui, donc ce qu'implique le fait de vivre dans un pays déstructuré, corrompu, avec un accaparement des richesses par très peu de monde, où la violence politique est de tous les instants, où comment des enfants, justement, malgré tout ce qui leur arrive et malgré un sentiment de violence qui affleure en permanence, on a toujours l'impression que la catastrophe va être imminente pour ces enfants. Comment malgré ça, on essaye de vivre une enfance à peu près heureuse, on essaye de s'adapter aux événements, et c'est ça qui est vraiment touchant, de voir comment ces enfants, ils s'adaptent au fait que leurs parents ne sont pas capables de s'occuper d'eux, ils s'adaptent au fait qu'ils ne peuvent pas manger à leur faim tous les jours, ils s'adaptent au fait de voir tous les jours des scènes violentes, puisqu'ils assistent à des assassinats, ils assistent à des pillages de quartiers riches, notamment là où vivent les Blancs au Zimbabwe, on assiste au pillage d'une maison, ils assistent à l'oppression que fait peser aussi l'Église sur ces quartiers pauvres. Ils voient un petit peu, ils le ressentent sans l'exprimer clairement, mais tout en n'étant pas si naïfs que ça, ils ressentent aussi un peu l'arrogance et peut-être l'égoïsme de certaines ONG qui arrivent dans ces pays et qui prennent des photos des enfants un peu comme au zoo avant de leur donner des petits jouets de pacotille. Donc ils voient tout ça, et puis même dans leur vie est traversée directement par des catastrophes, puisque l'une de ses enfants est enceinte, puisqu'elle a subi des violences familiales, et donc voilà, elle se retrouve enceinte à 10 ans. Une autre voit son père revenir des mines où il est parti travailler avec le sida, et puis il voit le pays changer petit à petit. On voit notamment des compagnies chinoises qui arrivent et qui ne traitent pas forcément bien les travailleurs qu'ils emploient, et puis qui arrivent aussi avec leur propre culture, leur propre langue qui est complètement étrangère à la culture et à la langue du pays. Donc tout ça est extrêmement bien montré, et on voit aussi comment les enfants font corps entre eux, et la tendresse et l'amitié profonde qu'ils ont les uns pour les autres, puisque notamment la petite fille qui est enceinte, c'est pas parce qu'il lui arrive ça qu'elle est éjectée du monde de l'enfance. Elle reste une amie, une copine, quelqu'un dont les autres enfants s'occupent et qu'ils entourent comme ils le peuvent, de
même que pour l'autre petite fille dont le père est malade du sida. On voit à un moment une scène éblouissante où ses enfants entourent le père qui est sur son lit de mort, qui est en train d'agoniser. Et ben, ces enfants, avec leur naïveté et leur joie de vivre, ils permettent à cet homme de passer quelques derniers instants dans la joie et le bonheur de la vie. Donc ça, c'est une première partie du roman. Et puis ensuite, on va suivre une de ces petites filles qui part aux États-Unis. Et comment c'est à la fois une chance pour elle d'échapper à la terrible réalité de son pays, mais aussi un malheur, puisque quitter son pays, ses amis, son enfance à peu près heureuse, c'est un déracinement complet. Et voilà, elle se retrouve aux États-Unis où elle doit s'adapter à une culture complètement différente, à bien sûr un mode de vie totalement différent, où il lui semble que c'est le gâchis continu de nourriture, d'objets, etc. par rapport au monde qu'elle a quitté. Et comment on garde le lien avec le pays. Alors bon, comme c'est un roman très actuel, il y a tous les moyens actuels pour garder le lien avec sa famille. Donc elle passe par Skype, par Internet, par les téléphones portables. Mais comment, malgré elle et malgré tout, eh bien, le lien va se distendre du moment où elle pose le pied aux États-Unis, puisque il faut bien qu'elle s'adapte à son nouvel environnement, qu'elle adopte une nouvelle attitude, que peu à peu sa langue justement à elle est contaminée entre guillemets par la culture de ce pays d'accueil, et comment ses amis qui sont restés au pays, lorsqu'ils l'entendent au téléphone, perçoivent bien ce changement. Puis elle-même, elle sent bien que petit à petit elle s'est adaptée et qu'elle est en train de s'éloigner de son pays d'origine, tout en vivant les difficultés de son pays d'accueil, puisqu'elle est une migrante parmi d'autres. Elle a été accueillie par sa tante, et là elle est traversée elle aussi, ainsi que le reste de sa famille aux États-Unis, par la réalité que vivent les États-Unis. Notamment, elle a un cousin là-bas qui s'engage pour l'Afghanistan et qui n'en reviendra pas. Donc ça, c'est une déflagration complète dans sa famille américaine. Et puis elle va devoir aussi travailler, trouver ses marques, être en but bien sûr à l'hostilité vis-à-vis des migrants aux États-Unis. Donc voilà, c'est une deuxième partie du roman qui est très belle aussi. On est toujours dans sa tête. Elle est en train de passer de l'enfance à l'adolescence, et on comprend à travers son ressenti tout ce que peut être la difficulté d'avoir été un peu arrachée à son pays et d'être considérée en plus de loin comme un traître, sans le vouloir, à sa patrie, puisqu'il y a une de ses amies d'enfance qui va lui dire justement mais voilà, tu es partie, comment tu peux dire que tu aimes ton pays alors que tu nous as laissés et tu ne vis plus ce qu'on vit nous. Et ça, c'est très subtilement montré, parce que la petite fille, après, la vision qu'elle a de son pays, c'est ce qu'elle envoie à la télé. Et c'est ce que les médias américains en montrent. Donc après, quand elle téléphone à ses amis, elle leur parle voilà, des catastrophes qu'elle a vues sur son pays à la télé. Et là, ses amis lui rappellent, mais toi, tu n'es plus dans cette réalité, donc tu ne peux pas en parler, tu n'as pas le droit, c'est nous qui vivons ça tous les jours. Et donc, elle a à la fois une position un petit peu catastrophiste pour son pays, qui se comprend vu la situation, mais elle a le contrepoint de ses amis qui sont là-bas et puis finalement qui eux continuent à vivre ça au quotidien et à s'y accommoder comme ils peuvent et à lutter comme ils peuvent pour garder quand même l'envie de vivre et un petit peu de joie et de sourire malgré toute cette situation. Donc voilà, c'est un roman vraiment très riche qui, à travers donc cette langue, ces dialogues parlés par les enfants, nous montre un vaste panorama de la vie du Zimbabwe et puis ensuite de la vie des Zimbabwéens aux États-Unis. Ça m'a fait un petit peu penser à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Vous savez, ce livre qui est paru il y a plus de 50 ans maintenant, d'Harper Lee, aux États-Unis, où on suivait aussi comme ça deux enfants et tout le récit était porté comme ça par la voix de ces enfants et leur vision un peu naïve des choses. Et l'auteur aussi, là encore, réussissait bien sûr à faire passer des idées très subtiles, mais tout en laissant toujours la parole aux enfants. Et donc j'ai retrouvé un petit peu ça dans ce roman, mais de façon encore plus dense et encore plus riche que ce qu'avait fait il y a 50 ans Harper Lee. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment de vous plonger dans Il nous faut de nouveaux noms de Novayolette Bulawayo, qui a été d'ailleurs nominée pour de nombreux prix aux États-Unis pour ce roman.
Je ne sais pas si je vous ai dit qu'il est paru en 2013, si je crois que si, et qui a gagné d'ailleurs certains prix. Donc voilà, elle est dans la lignée des auteurs africains qui montent en ce moment. Je pense notamment à Chimamanda Ngozi Adichie, qui est aussi une auteure, une jeune auteure qui est très en vogue en ce moment et qui le mérite bien. Donc voilà, il se passe plein de choses du côté de l'Afrique anglophone, comme il se passe plein de choses d'ailleurs aussi avec les auteurs africains francophones, dont je vous parlerai une prochaine fois. Mais là, je vous laisse donc en compagnie de ce roman. Et puis on se retrouve une prochaine fois, où là, on va partir vers complètement autre chose. On va chanter avec un grand et merveilleux Hollandais. A plus, ciao!